Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les chantiers de la République s'intéressent ce soir à la Troisième République avec ses acquis et ses défis. Pour vous, chers téléspectateurs, nous nous sommes rendus sur différents chantiers. Nous avons rencontré des chefs de département, des politiques, mais aussi des citoyens. Objectif, faire le bilan de la Troisième République. C'est avec espoir et confiance que les Guinéens ont accueilli l'élection du professeur Alpha Condé après le scrutin présidentiel du 7 novembre 2010. Une élection qui est intervenue après un demi-siècle d'indépendance, des années d'incertitude et de désillusion. L'opposant historique, après 40 ans de lutte politique, a les destinées de la Guinée, longtemps pionnière dans bien de domaines en Afrique, mais un pays qui est hélas aujourd'hui à la traîne du développement. Une situation héritée des régimes successifs qui ont pour la plupart entretenu la gabegie, la malversation, les détournements des deniers publics et l'impunité. Rien qu'en 2010, cette gabegie a coûté plus de 10 000 milliards de francs guinéens. Et c'est à juste titre que le professeur Alpha Condé dira au lendemain de son investiture, je cite, « J'ai hérité d'un pays, pas d'un État ». Fin de citation. En effet, à Conakry comme à l'intérieur du pays, toutes les infrastructures, qu'elles soient administratives, routières, scolaires, sanitaires, sont déficientes. Et l'État n'était plus que l'ombre de lui-même, d'où la complexité et l'urgence à prioriser les chantiers. Mais les nouvelles autorités de Conakry se sont donné un leitmotiv: combattre tous les maux qui gangrènent la Guinée et d'en faire l'Eldorado de l'Afrique occidentale. En effet, malgré sa pauvreté, le pays regorge de nombreuses ressources du sol et du sous-sol. Pour donc remettre la Guinée sur les rails, le professeur Alpha Condé et son gouvernement ont ouvert un certain nombre de chantiers. Domaine complexe pour la majorité des Guinéens, mais essentiel pour bénéficier de l'appui et de la confiance des bailleurs de fonds comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Dans cette gestion économique, tous les agrégats économiques qui étaient au rouge avant les présidentielles connaissent une croissance. Cela grâce à la rigueur et à la transparence dans la gestion macroéconomique. Une des conséquences directes de cette gestion est l'obtention du PTTE en novembre 2012, alors que le pays courait derrière ce programme depuis 10 ans. L'obtention de ce programme a permis l'augmentation des salaires de 50%, l'adoption pour la première fois du SMIG évalué à 480 000 francs guinéens
et le recrutement sur concours de 500 jeunes à la fonction publique. Le professeur, là où il a pris le pays, 8 jours d'importation. On était au bord de la banqueroute, 21% de taux d'inflation. Aujourd'hui, qui est ramené à moins de 10 pratiquement. Et le taux de change qui est aussi resté stable. Et vous voyez au niveau de la production agricole, il n'y a plus cette importation massive qui réellement oblige notre gouvernement à sortir assez d'argent pour aller chercher du riz à l'extérieur. Vous n'avez plus d'endettement, un taux d'endettement abyssal entre le Trésor public et la Banque centrale. La Guinée aujourd'hui a retrouvé sa place. Nos représentants ne sont plus frappés d'ostracisme parce qu'avant on ne payait pas les cotisations. Nous avons un commissaire au niveau de la CEDEAO. Tout cela veut dire que la Guinée avance. Quand le professeur Alpha Condé venait au pouvoir, tous les agrégats économiques étaient au rouge. Pour vous en convaincre, prenons l'inflation. Elle caracolait à 21%. Le taux de change se dépréciait toujours autant. L'endettement du Trésor auprès de la Banque centrale, 600 milliards de nos francs. Le stock de la dette, 3 milliards 100. Tous les agrégats économiques, que nous appelons les variables économiques, toutes ces variables économiques étaient volatiles, étaient au rouge, et la Guinée ressemblait à un pays qui était abandonné. La Guinée était dans un état d'isolement total vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers. Et il n'y avait pas d'argent dans les caisses étaient vides, les caisses de l'État étaient vides. Le président Alpha Condé devait assumer tous les engagements antérieurs avant qu'il ne soit au pouvoir. Donc la dette reconsidérée. En 2 ans d'exercice du pouvoir, à cause de la bonne gouvernance politique, la gouvernance économique a suivi et les partenaires techniques financiers ont accepté. Nous étions au point de décision en 2000. La Guinée n'a jamais pu engager un programme intérimaire et l'achever. Mais à partir de 2010-2012, la Banque mondiale a vu l'amélioration de la gestion économique. Les équilibres qui étaient rompus sont revenus. Le cadrage macroéconomique est revenu. La communauté internationale a donc jugé utile de donner à la Guinée ce que j'appelle le brevet de bonne conduite, le cutis sur la bonne gouvernance économique, avec à la clé l'effacement de la dette de 2 milliards 100, ce qui constituait les 2 tiers du stock de la dette, la pyramide de la dette qui était à hauteur de 3 milliards 100. Dans le cadre de l'atteinte de l'initiative Pays pauvres très endettés, ce qui nous a valu effectivement l'annulation des 2 tiers de nos dettes extérieures. Donc ça, c'est une avancée quand même très importante. Grâce à une rigueur, une transparence dans la gestion de nos ressources macroéconomiques, la Guinée a pu négocier et obtenir un programme formel avec les institutions de Bretton Woods. Un programme, bien entendu, avec des facilités élargies de crédit. Sur une période de 3 ans, mais comportant des revues. Et à ce jour, nous avons déjà 4 revues qui ont été concluantes. Longtemps considéré comme le château d'eau de l'Afrique occidentale grâce à ses nombreux cours d'eau, la Guinée est paradoxalement le pays où l'eau et l'électricité restent des denrées rares. Pour la Troisième République, c'est une des principales priorités. Dans son plan d'urgence eau et électricité, des bornes fontaines sont réalisées à Kaloum, Ratoma, Wanidara et Simanteri pour des services de proximité. Outre ces actions, des jalons plus importants sont posés à Kobaya. Un forage de 75 mètres cubes heure est construit. Des pompes de reprise d'eau traitée remplacées à Kitma. 300 pompes vétustes ou volées sont remplacées. Coût d'exécution 10 milliards de francs guinéens. Si dans les zones urbaines, la demande d'eau reste encore forte, dans le monde rural, le pari pour donner une eau de qualité et à tous
est gagné. Le président de la République a promis aux femmes qu'il allait alléger leur souffrance en mettant en service tous les points d'eau qui étaient en panne sur toute l'étendue du territoire, qui étaient au nombre de plus de 2500 ouvrages qui étaient non fonctionnels. Il a pu mettre en service, il a pu mettre à la disposition des populations plus de 2700 points d'eau. Plus d'1 million de personnes vivant en milieu rural ont été touchées par rapport au programme d'urgence de Monsieur le Président de la République. Il faut noter que ceci, c'est sur un financement propre de la Guinée. IEV, encore une fois, on sa yeba fanyi likui pon ngona sa yeba menene man tora lig begbe na mo ma yefe ku kono to mo na alhamdulillah rabbil alamin yefe tando. L'autre chose qui est importante dans le bilan de Monsieur le Président de la République, c'est le fait qu'il a permis au Service national des points d'eau de pouvoir bénéficier de nouveaux financements parce que la confiance était de nouveau rétablie entre les bailleurs de fonds et la Guinée. En 3 ans, nous avons aujourd'hui en Guinée près de 60% de taux de desserte en milieu rural et semi-urbain. Les 50% de la population guinéenne ont aujourd'hui accès à une eau potable et une eau de qualité en quantité suffisante et de façon pérenne. Nos partenaires qui nous accompagnent dans la réalisation de nouveaux points d'eau qu'il faudrait citer, c'est la Croix-Rouge internationale qui nous accompagne dans l'approvisionnement en eau potable des populations en Guinée forestière, avec la Banque arabe de développement économique en Afrique. Nous avons réalisé un projet de 620 forages et préfectures de Kissidougou, Beila et Massanta. Un projet qui avait pris un retard de plus de 4 ans avant l'avènement du professeur Alpha Condé, que nous venons de réaliser en 5 mois. Le bailleur de fonds satisfait des nouveaux résultats a accepté pour une première fois dans ces procédures qu'un reliquat d'argent soit réutilisé dans le cadre du même projet. Ce qui veut dire qu'un projet initialement nommé projet de 620 forages dans les préfectures de Kissidougou, Massanta et Beila devient maintenant un projet d'hydraulique villageoise de 720 forages dans les mêmes préfectures. De 2010 à ce jour, ce sont de grands projets qui sont en cours de réalisation, tous financés par l'État et les partenaires au développement. Parmi ces projets, il y a le projet d'amélioration et d'efficacité du secteur de l'électricité, le projet de réhabilitation et d'extension du réseau de distribution de Conakry, le projet d'électrification rurale. Tous ces projets ont pour but la réhabilitation et l'extension du réseau des installations de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité. Parallèlement à la réalisation des projets cités, le gouvernement a lancé en avril 2012 les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Kaleta. Avec une capacité de 240 MW et une enveloppe financière de 526 millions de dollars, Kaleta sera un des plus grands barrages hydroélectriques jamais réalisés dans la sous-région. Vous êtes à la CGPMP, c'est l'administration et le contrôle des grands projets et des marchés publics, qui est l'ingénieur conseil public, c'est-à-dire le maître d'œuvre de l'État, qui assure le contrôle des procédures de passation et de l'exécution physique des différents projets du pays. Au titre des réhabilitations, il y a la réhabilitation des centrales, des réseaux électriques des capitales régionales de Labé, de Farana, de Zérekoré et de Mamou, et la conversion des centrales de Farana, de Kanka et de Zérekoré au fioul lourd. C'est un investissement qui a été financé par la BIDC, c'est la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, pour à peu près 22 millions de dollars. Les travaux de réhabilitation pour ces différentes capitales régionales sont déjà terminés. Il y a également la réhabilitation et l'extension des réseaux de la commune de Matoto et de la commune de Ratoma. Il y a pour un coût à peu près de 20 millions de dollars.
Il y a l'acquisition de 3 centrales qui totalisent à peu près 100 MW et qui sont en cours progressif d'installation à Tombo et à Kipé. Il y a également l'installation de lampadaires au nombre de 7000 dans les 33 préfectures du pays. Bon, TFI Barmou Mali, mon nom dans les bandes de 0 heures. N'a fait Barmou Wasabi, mais si nous. Bon, tête mon nom le début dans les bandes 19 heures et Alimane, bon, auto qui est dans Fana Corée. Mais mon femme. Il y a la réalisation du grand barrage hydroélectrique de Kalita, qui consiste en la construction d'une route d'accès de 70 km bitumée, la construction d'un barrage en béton compacté rouleau, en la construction d'une usine de 240 MW et en la construction d'une ligne de transport sur 146 km et des postes d'interconnexion à Manéa et à Fria et l'électrification des CRD de Tombo et de Badi. Kalita fait 240 MW. Tenez-vous bien, 240 MW, c'est la production de du seul barrage de Kalita. De l'indépendance jusqu'à l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, on avait sur les 52 ans total moins de 200 MW. Autrement dit, en 5 ans, lui, il aura égalisé et dépassé la production de 52 ans d'énergie. En termes d'investissement, c'est énorme. En termes d'impact, c'est encore plus. Nous allons commencer les infrastructures, mais les vraies, c'est-à-dire des routes en béton bitumé qui peuvent durer 20 ans, 30 ans, pour permettre à la Guinée enfin de pouvoir se développer. Pour rendre plus fluide le déplacement et faciliter le commerce, de nombreux projets sont exécutés et entièrement financés par le budget national de développement. Parlant des projets routiers, je voudrais également vous dire qu'ils sont de 2 ordres. Il y a des projets pour lesquels les financements étaient mobilisés avant l'élection du président de la République et dont les travaux n'avaient pas débuté ou pour lesquels certains travaux étaient complètement arrêtés pour causes diverses. La deuxième catégorie, c'est les projets qui ont été initiés pendant le mandat, dont les travaux ont démarré, qui sont pour les uns achevés et pour les autres en cours d'exécution. Sans que la liste ne soit exhaustive, je vous parlerai par exemple du réaménagement du tronçon Tombo-Moussoudou, qui a consisté en la construction de 1450 mètres linéaires de route, la construction d'un échangeur et la réalisation de 2 passerelles, dont l'une au niveau du Palais du Peuple et l'autre au niveau du centre franco-guinéen. Le coût de cette infrastructure se chiffre à 130 milliards de francs guinéens et il a été financé par la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et le gouvernement guinéen. Deuxième projet routier important, c'est le tronçon Matoto-Anta et Anta-Dabompa. Cette route, dont les travaux avaient commencé en 2002 et qui avait été interrompus en 2005, les travaux donc sur ces 2 tronçons ont repris après l'élection du président Alpha Condé et ils sont actuellement achevés pour un coût global d'environ 290 milliards de francs guinéens. Je dois vous dire que cette route était considérée comme une route maudite, tellement après son arrêt en 2005, les travaux n'avaient pas eu la chance de redémarrer, sinon qu'avec l'arrivée du président Alpha Condé. Il y a également le tronçon Dabompa, km 36, et le tronçon km 36 Koya, qui sont en cours de réalisation. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais vous savez bien, pour ceux qui fréquentent la route nationale, que les travaux sont en cours avec 2 entreprises, OAS, qui est une entreprise brésilienne, et Enachine de Chine. Au titre encore des travaux, il y a les transversales de Conakry, qui sont en cours de réalisation pour faciliter la circulation à Conakry.
Parmi ces transversales, il y a la T5 Nord, la T5 Sud, la transversale T6 jusqu'à T10. Le coût de ces différentes transversales se chiffre à peu près à 358 milliards de francs guinéens. Il y a également divers tronçons qui nous relient à la République du Sénégal à partir de l'Abi. C'est sur 300 km environ et ces projets sont financés par un groupe de bailleurs de fonds arabes. C'est le Fonds Croatien de développement, le Fonds saoudien de développement, la BADIA et le gouvernement guinéen. Là également, le coût de l'ensemble de ces travaux, c'est, disons, 860 milliards de francs guinéens. C'est important. Il y a la réhabilitation des tronçons Bofa-Kolabouine. Il y a également le tronçon Mamou-Dabola, qui est une semi-réhabilitation et dont les travaux consistent au traitement des dégradations profondes et des nids de poules. Le coût également de cet investissement, c'est 111 milliards de francs guinéens. Il y a également la semi-réhabilitation de Mamou-Farana. C'est une distance de 185 km. Là, les travaux également ont commencé. Donc, il y a vraiment beaucoup de réalisations. Tout cela, c'est à l'avantage du président de la République qui a tenu à ce que ces infrastructures soient réellement réalisées au bénéfice des populations guinéennes. En plus de ces chantiers, s'ajoutent les travaux de réhabilitation des routes nationales Kankan-Mandiana 100 km et Kankan-Kissidougou 194 km. Le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de ces travaux. Outre ces projets financés par le BND, les partenaires au développement mettent la main à la poche pour accompagner nos autorités. C'est dans ce cadre que les travaux de construction du tronçon Kissidougou-Guéguédou, long de 82 km, sont financés par l'Union européenne. Le gouvernement japonais a mobilisé la bagatelle de 125 540 $ pour la réalisation d'un nouveau pont de 130 mètres de long à Kaka-Dankoya. Les travaux seront achevés en juin 2015. Conakry avait cessé depuis belle lurette d'abriter des sommets et des rencontres de haut niveau. Raison principale, la Guinée, qui est naturellement un pays touristique, manque d'infrastructures d'accueil pour ces genres de rencontres. Mais aujourd'hui, il y a un réel changement. Les hôtels, les cités modernes et résidentielles poussent comme des champignons, notamment à Conakry. Il faut reconnaître que le professeur, comme il l'a dit pendant son investiture, que la Guinée revient. Et cela est vrai parce qu'on le voit sur le terrain. Et pour celui qui connaît la Guinée avant, et surtout dans le domaine de l'hôtellerie, il n'y avait presque pas d'hôtel digne de nom. Mais le temps que nous vivons maintenant, depuis les années que le professeur est au pouvoir, nous sommes en train de voir des hôtels qui poussent sous terre, et des grands hôtels dignes de nom, des hôtels qui remplissent les normes internationales et avec de haut standing. Alors, quand vous prenez par exemple l'hôtel Radisson, l'hôtel de Kipé, cet hôtel est très grand, il est de 5 étoiles et cet hôtel, il va faire la compétition avec les autres hôtels qui se trouvent dans la sous-région. Ensuite, en venant en ville, vous verrez qu'à côté de Yasmin, il y a l'hôtel Noum. L'hôtel Noum, c'est un très grand hôtel aussi de 5 étoiles qui, à la fin, d'ailleurs, très bientôt, d'ici la fin de l'année, nous allons faire l'inauguration de ce grand hôtel qui fera la fierté du peuple de Guinée, qui fera la fierté de tous les Guinéens, parce que c'est un hôtel qui est de haut standing et avec 5 étoiles. Alors, vous venez aussi à Kaloum. Pour celui qui a connu l'hôtel Kaloum d'avant qui est à côté de la place des Martyrs et qui réellement cet hôtel ne répondait pas
aux normes internationales. Alors, mais aujourd'hui, c'est une fierté, c'est une grande fierté pour le peuple de Guinée qui, dans un proche avenir, c'est-à-dire en 2015, cet hôtel va être inauguré. Nous sommes en train aussi de faire en sorte que les hôtels, qu'on ne se limite pas seulement à Conakry. Il faudrait aller à l'intérieur du pays. Le feu Ahmed Sékou Touré a fait des cases. Et chaque case représente un pays. Et voilà que ces cases-là étaient abandonnées, n'étaient plus entretenues. Le professeur Alpha Condé aujourd'hui a pris en charge et en compte pour réhabiliter ces cases-là avec un plan aussi beau, aussi bon aussi. Je suis heureux aussi de vous annoncer que toujours le professeur Alpha Condé, pour le bien de son peuple et aussi pour aider les artisans, a bien voulu offrir un village artisanal à Kindia. Et très bientôt aussi, nous allons poser la première pierre de ce village artisanal, donc qui fera un grand effet et dont des artisans vont se voir demain regroupés ici et là pour exposer leurs articles. Vous savez, l'une des politiques de notre gouvernement, c'est la décentralisation. Les fêtes dans la capitale, ça n'intéressait que les gens de la capitale. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le côté festif qu'il faut voir, il faut voir surtout le côté développement local. Et ça nous a permis à Bouquet de réaliser vraiment la plupart des infrastructures de souveraineté, notamment le palais de justice, le bureau, le bloc administratif, les logements des préfets et des gouverneurs, et d'autres infrastructures aussi qui ne sont pas simplement de l'État. Les marchés, par exemple, on a réhabilité des marchés, on en a construit, ça a bouqué. Et la même chose à Zérékouré, où nous avons eu une cinquantaine d'infrastructures. Il y a des infrastructures dans les régions, dans les différentes régions qui sont en cours de réalisation grâce à sa politique de délocalisation des fêtes d'indépendance. La première a eu lieu à Bouquet. À Bouquet, il y a à peu près 24 infrastructures qui ont été construites en 2012. La seconde, c'est dans la région de Zérékouré. Dans la région de Zérékouré, on a compté, il y a 68 infrastructures qui ont été réalisées, réparties entre les préfectures de Zérékouré, de Lola, de Yomou, de Beila, de Kissidou et de Kékédou. Dans chacune de ces préfectures, il y a une dizaine de nouvelles infrastructures qui ont été réalisées. Et cette année, c'est la région de Momou, avec une cinquantaine d'infrastructures réparties entre la préfecture de Momou, celle de Dalaba et celle de Pita. Donc si vous comptabilisez toutes ces réalisations, je pense qu'il n'y aura pas comparaison avec aucun régime.
développement dans un pays doit commencer par la base. Et grâce à ces infrastructures aujourd'hui, l'État est présent. Parce qu'on ne peut pas parler de restaurer l'autorité de l'État quand l'État n'a pas où loger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bureau où les populations peuvent aller pour tel ou tel papier. Le préfet lui-même n'a pas de logement. On en a vu dans certaines préfectures de la Guinée. C'est dû aux événements de 2007. On a effectivement reconstruit toutes les infrastructures cassées pendant les insurrections de 2007. Aujourd'hui, pratiquement, je peux dire 60 à 70% des communes urbaines, des préfectures sont reconstruites ou rénovées. C'est vrai qu'on ne peut pas changer comme un coup de baguette magique. Mais on peut au moins veiller à ce qu'une personne fautive soit punie pour sa faute, parce que les lois quand même sont là. Depuis l'aube des temps, la République de Guinée possède des lois, des codes de procédure pénale, un code civil, un code pénal, vraiment qui punit toutes les infractions au sein de la société. Mais si cette punition n'est pas consommée par le fautif, vous comprendrez qu'il va être très difficile d'instaurer l'autorité de l'État. Depuis que le professeur Alpha Condé est là, il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a pas un seul journaliste en prison. Donc, les libertés publiques et individuelles sont respectées. Ceux-là, réellement, qui ne respectent pas la loi, doivent être sanctionnés. Un État ne laisse pas la chienlit s'installer. Pendant ces 4 ans, c'est d'abord la restauration de l'autorité de l'État, la présence de l'État et la confiance que nous avons pu créer entre l'État et les populations. Il y a encore quelques années, il y avait une méfiance entre les populations et l'État, notamment les représentants de l'État. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a effectivement une confiance qui a été recréée. Ça nous a permis aussi, pendant ces 4 ans, de montrer aux populations quand même que le préfet, ce n'est pas seulement un commandant, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour la répression, il est là pour accompagner les populations, pour écouter les populations et pour les aider surtout dans le développement. L'une des fonctions de l'administration territoriale, c'est le développement. Nous avons une lettre de politique nationale de décentralisation qui nous permet d'aller très loin en termes de transfert de compétences de l'État vers les populations. Les populations sont évidemment représentées par les élus locaux. C'est une réalité en Guinée aujourd'hui et beaucoup de pays africains sont venus pendant ces 4 ans, sont venus ici s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire. Évidemment, quand on est à Conakry, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a effectivement la présence de l'État, la présence des collectivités locales comme partenaires de l'État. Un domaine dans lequel la Troisième République est aussi dynamique, c'est bien la diplomatie. La Guinée is back n'est pas un vain mot, c'est une réalité. La Guinée redore son blason avec une diplomatie offensive. Europe, États-Unis, les Émirats arabes, la Chine, le président de la République est partout pour convaincre de potentiels investisseurs et décrocher des marchés pour le développement socio-économique de la Guinée. Outre ces voyages du professeur Alpha Condé de par le monde, il y a également les visites en terre africaine de Guinée d'éminentes personnalités. Une des visites qui aura le plus marqué est celle du roi Mohamed VI du Maroc. 26 accords de coopération sont signés. Le jour même de l'investiture du président de la République, il a annoncé le retour de la Guinée dans l'arène internationale. Je pense que tout le monde se souvient de son mot d'ordre « Guinea's back ». Je crois qu'il ne se trompait pas, parce que la Guinée a connu des étapes glorieuses dans les premières années de son indépendance. Vous savez le rôle cardinal que la Guinée a joué en Afrique. Et puis nous avons connu une longue période d'éclipse. Et donc à l'avènement du professeur Alpha Condé, il a annoncé le retour de la Guinée dans l'arène internationale. Et depuis, la Guinée est revenue au premier plan. D'abord au niveau des organisations sous-régionales et aussi de la politique internationale. Dans la sous-région, nous avons déjà, grâce au professeur et à sa vision, nous occupons de postes très importants. La Manoriva, le secrétaire exécutif est une Guinéenne. Nous avons le secrétaire exécutif de l'OMVS qui est un Guinéen. Nous avons un commissaire à la CEDEAO.
Nous avons organisé avec un grand succès le Conseil des ministres de l'OCI et nous sommes membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le mandat d'ailleurs a été renouvelé. Et ça, c'est au niveau organisation internationale. Mais il y a eu une diversification de relations de la Guinée avec le monde extérieur. Je vous informe que les Émirats arabes unis vont ouvrir une nouvelle ambassade en Guinée, ce qui ne s'était encore pas produit. Nous avons beaucoup d'ambassades nouvelles qui sont ici et la Guinée a ouvert aussi beaucoup d'ambassades. Nous avons surtout mis l'accent sur les relations avec les pays émergents. Je pense qu'au plan de la coopération bilatérale et multilatérale, il y a des acquis très importants. Et on retient que le président de la République a effectué 2 visites aux États-Unis sur l'invitation du président américain. Absolument, il a déjà fait 2 visites. La première, c'est après son élection, et la dernière, c'est quand il allait au sommet des États-Unis-Afrique. Et je pense qu'encore cette fois-ci, il doit aller bientôt à l'Assemblée générale des Nations Unies, et il est prévu une rencontre avec une importante réunion sur Ebola, organisée par le président Obama et le secrétaire général des Nations Unies. Je pense que tout cela dénote de l'intérêt que le monde porte à la Guinée et je crois que la Guinée est vraiment sur les rails. La visite réussie de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Conakry, qui était une grande première d'un souverain chérifien en Guinée. Et au cours de cette visite, vous savez que d'importants accords de coopération ont été signés avec ce pays qui est un pays ami. Et nous venons d'organiser avec un grand succès le forum économique et qui a regroupé des centaines d'opérateurs économiques aussi bien marocains que guinéens. Les perspectives sont excellentes avec ce pays. Nous avons d'autres pays comme l'Afrique du Sud où déjà nous développons aussi des relations très fortes et nous donnons un cachet économique à nos relations diplomatiques.